Bon, je suis le médecin général à la retraite, Henri Julien. Je suis médecin, anesthésiste réanimateur. Je suis président de la Société française de médecine de catastrophe et j'ai participé à l'organisation des secours pour beaucoup de catastrophes, des attentats à Paris, des feux d'immeubles, des explosions, mais aussi à des catastrophes majeures comme des tremblements de terre et par exemple des manifestations sur la voie publique, très graves. Alors, bien sûr, il y a un changement complètement de niveau. Mais il y a un changement de niveau quantitatif, c'est-à-dire que le nombre de gens va augmenter. On pourrait penser qu'à ce moment-là, il suffit de multiplier les moyens. Mais il faut aussi avoir un changement qualitatif, c'est-à-dire que la manière dont on va soigner les gens, la manière dont on va organiser va être différente. C'est difficile à comprendre ça. Mais si on a une catastrophe avec plusieurs dizaines, voire centaines de victimes, à ce moment-là, on est obligé de traiter l'ensemble des victimes. Et donc, par exemple, on va commencer à faire la priorité, voir qui dans le groupe a besoin le plus de soins le plus rapidement pour s'occuper d'eux d'abord. Sinon, ils vont mourir. Et donc, c'est ce qu'on appelle le triage. Il faut prioriser les urgences, s'occuper des plus graves d'abord. Ensuite, comment on va les évacuer? Où on va les évacuer? Avec quoi on va les évacuer? Car un des problèmes de la médecine de catastrophe, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces victimes? Et donc, évidemment, dans l'idée, c'est on les amène à l'hôpital le plus proche. On les amène tout de suite à l'hôpital. Mais non, on ne peut pas faire ça. Parce que sinon, la catastrophe, on la transporte des lieux où il y a la catastrophe jusqu'à l'hôpital. Et la catastrophe, elle est à l'hôpital. Comment l'hôpital peut s'organiser pour recevoir 50, 100 victimes? Donc on est obligé à la fois de régler les problèmes sur place et aussi obligé de régler les problèmes où on va mettre toutes ces victimes, comment, avec quoi. Alors ça vraiment, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Pourquoi on a commencé à organiser les secours à Paris? C'est parce que quand il y avait une catastrophe, les gens mettaient la victime dans un taxi, dans leur véhicule, n'importe comment, et les amener à l'hôpital. Et quand à l'hôpital, on ouvrait la porte du taxi, eh bien, ils étaient morts. Parce que ils étaient transportés dans des positions qui avaient aggravé, le transport avait aggravé les lésions sur place. Et donc, on s'est rendu compte que le transport, la relève et le transport des victimes, il ne fallait pas que ça aggrave les lésions initiales, mais qu'au contraire, on s'occupe d'eux avec beaucoup de précautions. Et l'idéal, c'est d'avoir un médecin qui décide sur le terrain comment on peut transporter, qu'est-ce qu'on doit faire avant de transporter cette victime à l'hôpital. Alors ça, c'est, je dirais, malheureusement, c'est un peu la culture de la population. C'est-à-dire qu'il faut que la population comprenne que lorsqu'il y a beaucoup de victimes, eh bien, on doit organiser différemment pour que le maximum de gens soient sauvés. Voilà. Et donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre une victime et puis l'amener le plus rapidement possible à l'hôpital, n'importe comment. Ça, c'est s'exposer à la voir mourir, parce que le transport va aggraver. L'hôpital qui va voir arriver 1, 2 ou 3 victimes en même temps, puisque c'est pas organisé, eh bien, ne pourra pas répondre. Et donc, oui, la personne va arriver à l'hôpital, mais elle va rester sur un brancard, personne ne s'en occupera. Et donc, si on veut donner le maximum de chance aux gens, eh bien, il faut accepter d'organiser les secours médicaux sur place et donc une organisation nécessaire. Et donc, pas transporter les gens n'importe comment, avec n'importe quoi, jusqu'à l'hôpital le plus proche. Alors ça, c'est quelque chose que malheureusement on voit presque toujours. Il n'y a pas assez de brancards.
Parce que les victimes, eh bien, il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas bouger, et donc eh ben, il faut des brancards, et il n'y en a pas assez. Et si vous regardez les images de l'explosion qu'il y a eu à Boston pendant le marathon, peut-être vous avez vu ces images, c'était un acte terroriste pendant le marathon de Boston. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe dans un pays riche, avec beaucoup de moyens. Eh bien, les gens ont été transportés sur des chaises à roulettes. Et savez-vous pourquoi c'est des chaises à roulettes? C'est parce qu'il n'y avait pas de brancard, il n'y avait pas assez de brancards, et parce qu'il y avait une bibliothèque, qui était la bibliothèque John Fitzgerald Kennedy, qui était juste à côté. Et il y avait ces chaises à roulettes pour les visiteurs du centre John Fitzgerald Kennedy. Et donc ils ont pris ces matériels, qui ne sont pas des matériels adaptés, pour pouvoir prendre en charge les victimes. Mais souvent, on voit que les pompiers démontent les portes, démontent les volets, pour pouvoir mettre les victimes et les amener. Le problème des brancards est un problème universel. Il y a des brancards de catastrophe, légers, empilables, etc. Mais malheureusement, il n'y en a jamais assez. Et parce que c'est difficile d'avoir 200 brancards partout. Et donc, c'est vrai que vous mettez le doigt là à un problème qui se voit malheureusement dans les pays riches et bien organisés comme dans les pays non organisés. Il n'y a pas assez de brancards et donc on prend des brancards improvisés. Voilà. Les pompiers, les médecins sont des hommes comme les autres. Et à Paris, après les actes terroristes du Bataclan, mais comme à Boston, après aussi cette explosion du marathon, eh bien, les médecins, des pompiers, ont eu un soutien psychologique, parce il y en a beaucoup qui n'avaient jamais vu ça, des blessés par balle et beaucoup de blessés par balle. Quand à l'intérieur du Bataclan, il y avait 80 morts, il y avait du sang partout, vous pataugez. Je peux vous dire que j'ai participé, moi, à des fusillades, en particulier celle de la rue des Rosiers, mais on marchait sur le sang, il y avait du sang partout. C'est bien sûr que les pompiers, les médecins du SAMU, même les médecins qui sont des médecins qui ont l'habitude, les chirurgiens, qui ont l'habitude de travailler au bloc opératoire, bien sûr qu'ils sont choqués, comme tout le monde, par ce genre de spectacle, qui ne sont pas des spectacles de tous les jours et normaux. Alors ça, c'est vraiment un point intéressant. C'est ce qu'on appelle la période de chaos. Lorsqu'il y a une catastrophe, lorsqu'il y a même une intervention avec quelques victimes un peu compliquées, eh bien, il y a une période qui est plus ou moins longue et où, excusez-moi, mais c'est la désorganisation totale. Et petit à petit, les choses vont se mettre en place. Si les responsables, s'il y a des gens à ce moment-là qui savent comment se fait l'organisation, ils vont pouvoir commencer à organiser. C'est-à-dire que lorsque arrivent les pompiers, lorsque arrive la police, lorsque arrive la gendarmerie, à ce moment-là, à cette période de chaos, tout doucement, on va revenir à quelque chose d'organisé. Mais ça, c'est un travail. Et ce travail-là prend un peu de temps. Donc, vous avez raison, tout le travail, c'est évidemment de porter secours de qualité aux victimes, mais c'est aussi de remettre de l'organisation dans un délai le plus court possible. Mais le plus court possible, ça ne veut pas dire instantanément. C'est pour ça que dans les images qu'on voit à la télévision, les photos qui sont prises par les journalistes, eh bien, dans les premiers moments, c'est le chaos qui continue, bien entendu, parce qu'il y a ce que les professionnels, comme nous, on appelle l'inadéquation entre les besoins et les moyens, qui font la définition de la catastrophe, et c'est nécessairement le chaos. C'est ça qu'on veut traiter, c'est ça qu'on veut régler comme problème. C'est ce chaos, et le réduire au maximum. Et pour le réduire au maximum, c'est la préparation des intervenants professionnels, des intervenants associatifs, et de la population. Il faut que la population sache non seulement qu'on va régler le problème, mais qu'elle participe au règlement de ce problème. La Roumanie a eu beaucoup de chance.
La Roumanie a eu beaucoup de chance parce que, après la période Ceausescu, et moi je connais la Roumanie depuis Ceausescu et après. Et donc, il n'y avait rien d'organisé au plan des urgences. Rien, en tous les cas, de moderne. Et donc, avec l'expérience qui se passait à l'extérieur de la Roumanie, que ce soit en Angleterre, en France, en Allemagne, en Europe, mais pas que en Europe, eh bien la Roumanie a su prendre ce qu'il y avait de mieux dans tous ces pays et le développer chez elle. Et donc, alors, il y a eu le docteur Arafat qui a cristallisé tout ça et qui a permis d'organiser tout ça. Mais ce pays bénéficie de ce qu'on fait de mieux dans le système d'urgence. Alors, on n'a pas bien le temps de vous expliquer, mais en Allemagne, ils ont des problèmes. En France, nous avons des problèmes. En Angleterre aussi. Aux États-Unis aussi. Et ici, en Roumanie, comme vous avez pu bénéficier de toutes ces expériences, eh bien, vous avez un des systèmes d'urgence les plus solides que je connaisse.